Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Les résultats provisoires du vote pour la nouvelle constitution sont connus depuis ce mardi. Le oui a dominé avec 93,42% des voix contre 6,58% pour le non. Les éventuelles requêtes sont attendues aujourd'hui à la CEI et c'est le délai de rigueur. Gabriel Zani nous parle des prochaines étapes après ce délai. Le oui à la Constitution l'a emporté au lendemain du référendum consacrant la création de la Troisième République. Les regards se tournent désormais vers le Conseil constitutionnel. La CEI, la Commission électorale indépendante, a déjà transmis les résultats provisoires au garant de la Constitution qui attend aussi une requête écrite des réclamations des partis politiques concernant la régularité du référendum. Du 1er au 3 novembre à 20h23, les partis politiques ont 2 jours exactement pour saisir le Conseil constitutionnel. Passé ce délai, plus de recours possible. Le Conseil constitutionnel a 1 semaine pour statuer sur les résultats provisoires et proclamer les résultats définitifs. Et ce n'est pas encore fini. Le chef de l'État doit promulguer la nouvelle constitution. Cette étape est l'acte par lequel le président de la République constate officiellement l'existence de la nouvelle constitution et décrète qu'elle peut être appliquée. En conséquence, la nouvelle constitution sera publiée au journal officiel. Lorsqu'elle est ainsi publiée, elle devient obligatoire et exécutoire puisqu'elle est portée à la connaissance de l'ensemble de la population. En ce sens, le chef de l'État devra nommer son vice-président. Enfin, les députés, eux, seront élus pour un mandat de 4 ans à compter des législatives de novembre. Ce sera entre autres les mesures transitoires avant la mise en application effective de la nouvelle constitution en 2020, date de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Parlons économie. Depuis sa création en 1974, la SICOR, Société ivoirienne de coco râpé, est en conflit avec les populations riveraines de Jacquesville et Grand Laou. L'entreprise a même cessé ses activités en 2009. Aujourd'hui, les choses sont en passe de rentrer dans l'ordre. La SICOR a mis fin à son conflit avec les populations. Divers accords ont été signés entre les deux parties. La SICOR, Société ivoirienne de coco râpé située à Jacquesville, rencontrait de nombreuses difficultés avec les populations riveraines. C'est un problème de bon voisinage qui a rencontré quelques difficultés au cours des dernières années depuis la privatisation de 1974. Un problème d'autosuffisance alimentaire, principalement à Grand Laou. Et ce problème existentiel avec le trait de côte qui avance de plusieurs mètres par an et qui font que les populations de Grand Laou sont menacées par l'arrivée de la mer. Désormais, tous ces problèmes ne seront que des souvenirs. La structure a fumé le calumet de la paix avec les populations à travers la signature de divers accords. Il s'agit notamment de 2 protocoles d'accord sur les villes de Jacquesville et de Grand Laou signés par l'État de Côte d'Ivoire, les populations et la SICOR, et les promesses de bail entre les populations et l'État. L'État de Côte d'Ivoire vient de réussir sa première opération de consolidation de droits fonciers de grande envergure, permettant aux populations locales, titulaires de droits traditionnels et un investisseur, la SICOR, d'avoir suffisamment de visibilité pour regarder l'avenir avec confiance. Vous avez enfin trouvé une solution à la quadrature du cercle du foncier rural. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a appelé les parties signataires au respect des engagements pris à l'issue de la signature des accords consacrant la fin des conflits entre la SICOR et les populations riveraines de Jacquesville et de Grand Laou. J'invite chaque partie, administration, autorité préfectorale, autorité décentralisée, élus, chefs de village et chefs de terre ainsi que la SICOR à mettre en œuvre les engagements relevant leurs responsabilités donc respectives. L'intérêt de tous, après cette longue période de crise, est d'aller résolument vers un développement rapide et inclusif de cette belle région des Grands Ponts. C'est en 1974 que la Société ivoirienne de coco râpé a vu le jour. Elle a cessé d'être opérationnelle en janvier 2009 à la suite de nombreux désaccords avec les populations de Jacquesville et de Grand Laou. Pour la reprise prochaine de ses activités, l'entreprise bénéficie du soutien du gouvernement qui a mis à disposition 6 milliards de francs CFA pour la redynamisation de la filière coco.
Hier, mercredi 2 novembre, a été célébrée la deuxième journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée en l'honneur de tous les travailleurs de l'information qui risquent leur vie pour faire leur métier. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication a fait une déclaration. 2013, deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, sont assassinés à Kidal au Mali. Le crime interpelle les Nations Unies sur la situation sécuritaire précaire dans l'exercice du métier de journaliste. Et lors de sa 68e session, les Nations Unies adoptent la date du 2 novembre comme celle de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Pour 2016, le thème choisi est l'impunité entraîne l'impunité. Les journalistes, dans le cadre de l'accomplissement de leur mission d'information de l'opinion publique, sont souvent victimes d'arrestations arbitraires, de tortures et d'assassinats. Les auteurs de ces crimes ne font malheureusement l'objet d'aucune poursuite judiciaire dans la plupart des cas. Le gouvernement ivoirien entend pour sa part jouer sa partition. Depuis son accession au pouvoir en 2011, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ne ménage aucun effort pour non seulement renforcer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias, mais également pour leur permettre d'exercer leur métier dans un environnement sécurisé. Une volonté qui se voudrait éloigner de la simple vue d'esprit. Les chiffres dans le monde sont alarmants. Depuis 2016, la Fédération internationale des journalistes a enregistré 66 meurtres de journalistes. Le Discope Africa 2016 a débuté à Johannesburg, capitale sud-africaine. Cette plateforme a été lancée en 2008. Elle s'est imposée comme le rendez-vous incontournable et le plus attendu d'Afrique pour les industries de la création et de la vente de contenu télévisuel. Pendant 3 jours, des acheteurs, vendeurs, distributeurs et producteurs de films et de programmes vont se retrouver pour des échanges. La coopération Afrique-États-Unis est à l'honneur cette année. À Johannesburg, RTI Distribution présente son catalogue de production Made in Côte d'Ivoire aux milliers de participants venus du monde entier. Le procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité a une nouvelle fois été suspendu hier. Les personnalités ivoiriennes que la défense veut faire entendre n'avaient pas été convoquées. Simone Gbagbo était présente ce mercredi. Le procès doit reprendre lundi. Rendons-nous à Korogo pour nous intéresser à l'agriculture. Les producteurs sont en plein préparatif. Ils entendent créer l'interprofession Anarcade. Soro Corona, Kwadio Kwame. Producteurs, acheteurs, transformateurs et exportateurs, les 4 différents collèges pour la mise en place de l'interprofession dans la filière Anacarde. L'interprofession, l'une des priorités des réformes intervenues dans la filière en 2012 par la volonté du président de la République Alassane Ouattara. Si les 3 derniers collèges sont prêts, les producteurs traînent encore les pas. Le conseil d'administration de la Fédération nationale des producteurs d'Anacade de Côte d'Ivoire s'organise pour la mise en place de cette interprofession. Des décisions ont été prises au cours de ce dernier conseil d'administration. Au nom de tous les pairs, les conseils d'administration, tous les administrateurs, nous avons trouvé qu'il est bon de permettre à notre frère de se mettre un peu à l'écart pour nous permettre d'avancer parce que tout le monde agricole nous regarde et l'État lui-même. Pour les administrateurs, les producteurs ne doivent pas être à la traîne dans l'organisation de la modernisation de la filière. Au cours de ce conseil d'administration, plusieurs décisions ont été arrêtées. La désignation d'un directeur général et les préparatifs de la campagne 2017. Depuis le producteur en passant par la coopérative jusqu'à l'Union, les superficies cultivables, les dernières données des 3 dernières années au niveau de la production, nous allons doter la FENAPACI vraiment d'organes nouvelles. La Fédération nationale des producteurs d'Anacade de Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 300 000 producteurs sur l'ensemble des 19 zones de production. Hors de nos frontières, les tentatives de blocage de sa publication par le président sud-africain Jacob Zuma n'y ont rien fait. Un document de 355 pages intitulé « La prise de contrôle de l'État » a été rendu public hier. Il recommande le lancement dans les 30 jours d'une enquête sur des crimes de corruption
qui auraient pu être commis par le président de l'Afrique du Sud en poste depuis 2009. Un rapport d'enquête de l'ONU a dévoilé mardi que les casques bleus au Soudan du Sud ont réagi de manière chaotique et inefficace aux violences de juillet à Juba et n'ont pas su protéger les civils d'agressions sexuelles. Ce rapport souligne notamment que la mission de l'ONU au Soudan du Sud a échoué à répondre à l'incursion le 11 juillet de soldats sud-soudanais dans un hôtel abritant des employés d'organisations internationales. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a ordonné mardi le remplacement immédiat du commandant des casques bleus au Soudan du Sud, 3 mois après l'enquête onusienne. Les consultations visant à désigner le Premier ministre libanais ont commencé hier lors des consultations parlementaires obligatoires qu'a engagé le président Michel Aoun pour désigner le nouveau Premier ministre. 86 parlementaires ont voté en faveur de l'ancien Premier ministre libanais Saad Hariri. Aux États-Unis, l'écart entre Donald Trump et Hillary Clinton, selon le genre des électeurs, pourrait être le plus grand jamais enregistré dans l'histoire de la présidentielle américaine. Les récentes déclarations de Donald Trump à propos des femmes et les accusations d'agression sexuelle à son encontre n'ont pas amélioré les relations du candidat républicain avec l'électorat féminin, alors que les femmes soutiennent massivement Hillary Clinton, potentielle première femme présidente des États-Unis. Républicaine depuis toujours, Veronica est enregistrée sur les listes du Parti conservateur dans l'État de Virginie. Mais cette année, elle votera pour Hillary Clinton. En tant que femme, je ne peux pas voter pour quelqu'un qui dit des choses aussi horribles sur les femmes à propos des minorités. Je ne peux pas être d'accord avec un parti qui soutient quelqu'un comme Donald Trump. Comme elle, de nombreux républicains refusent de voter pour Donald Trump. La publication d'une vidéo datant de 2005, où l'on entend le candidat tenir des propos misogynes, a jeté de l'huile sur le feu. Depuis, une douzaine de femmes ont accusé le milliardaire d'agression sexuelle. Ces accusations violentes de conduite inappropriée avec les femmes sont totalement et complètement fausses. Avant ces accusations, les sondages montraient déjà un écart homme-femme important. Désormais, Clinton aurait 15 points d'avance sur Trump auprès des électrices. Depuis les années 80, les femmes votent plus souvent démocrates. Alors Hillary, première femme désignée candidate par un grand parti, compte bien surfer sur cette tendance. Si parler des congés familiaux payés, de l'égalité salariale et du droit des femmes de prendre nos décisions en matière de soins de santé, c'est jouer la carte des femmes, alors comptez sur moi. Hillary qui joue la carte des femmes, Trump qui se les met à dos. Ainsi, c'est creuser l'écart, selon les experts. Je pense que l'importance de l'écart homme-femme vient des indépendantes. Certains auraient voté républicain lors des autres élections, mais ils ne s'imaginent pas voter pour Donald Trump. Lors du dernier débat, Donald Trump a traité son adversaire de teigne. Une insulte devenue un cri de ralliement féministe pour les soutiens d'Hillary Clinton. Mais le candidat républicain compte quand même quelques indéfectibles parmi l'électorat féminin. Donald Trump n'abuse pas des femmes. Donald Trump est un homme qui aime les femmes. Donald Trump soutient les femmes. Il traite très bien les femmes. Et les médias mentent en disant que ce n'est pas le cas. Mais c'est faux. Alors que les électeurs se rendent aux urnes, les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages, tout genre compris. Retour en Afrique, au Niger, 38 personnes, essentiellement des jeunes agriculteurs, ont été arrêtées par la police après la mort mardi de 18 villageois. Des affrontements avaient éclaté entre agriculteurs et éleveurs près de Bangui, une commune de la région de Tawa, dans l'ouest du pays. Des affrontements qui ont aussi fait plus de 40 blessés. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.